Bonjour tout le monde, je m'appelle Mireille Gervais, je suis la directrice du Centre des droits étudiants, un service offert par le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Et je suis ici aujourd'hui pour vous faire ma présentation sur vos droits, les droits des étudiants au premier cycle. Donc, qui sommes-nous? Le Centre des droits étudiants est un service de représentation confidentielle et pro-étudiant offert par votre association étudiante, le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Nous sommes une équipe de 4 représentants qui travaillent à temps plein et nous offrons de l'information, des conseils, de l'accompagnement, de la révision de documents et plus encore. Nos services sont offerts à tous les étudiants de l'Université d'Ottawa, tant les étudiants au premier cycle que les étudiants au cycle supérieur. Et donc, ce sont des services qui s'offrent aux étudiants qui souhaitent porter une décision en appel ou formuler une plainte. Nous gérons en fait des centaines de dossiers par année. Et puisque nous sommes employés par l'association étudiante, le SCUO, nous ne sommes pas des employés de l'Université d'Ottawa. Donc, vous pouvez venir nous consulter sans aucune inquiétude en ce qui a trait à la confidentialité. Nous sommes véritablement embauchés pour vous représenter et pour vous aider à défendre vos droits. Donc, lorsque je parle de dossiers et le fait que nous envoyons des centaines par année, de quoi je parle exactement? Voici nos dossiers les plus communs. Les demandes de révision de notes, les appels de retrait obligatoire, la défense d'allégations de fraude scolaire, les inquiétudes liées aux obligations de l'université en vertu du système des droits de la personne et plus encore. Notre juridiction est l'administration de l'Université d'Ottawa. Et je vais entrer plus en détail là, dans tout ce type de dossier. Nos services sont très faciles à obtenir. Nos bureaux sont au local 101 du centre universitaire, juste en face de la salle à manger. Mais en ce moment, nous travaillons tous de la maison et nous continuons d'offrir notre pleine gamme de services. Donc, il ne faut certainement pas hésiter à communiquer avec nous. Nous demandons aux étudiants de prendre rendez-vous pour obtenir une consultation avec un représentant des droits étudiants. Et vous pouvez prendre rendez-vous soit en nous écrivant un courriel ou en nous appelant au numéro qui est sur votre écran, en nous laissant un message et nous vous rappellerons. Les rendez-vous sont habituellement disponibles en 2 jours ouvrables ou même plus rapidement. Donc, il ne faut certainement pas hésiter de communiquer avec nous, même si c'est une question de dernière minute. Et enfin, je vous réfère à notre site Web sur lequel il y a beaucoup d'informations sur les droits étudiants, les différents règlements de l'université. Nous avons beaucoup de ressources, comme par exemple des gabarits pour rédiger une lettre d'appel. Nous avons des ressources qui ont été traduites en mandarin, une foire en question, etc. Donc, passons vraiment au cœur de la présentation, les droits étudiants et le système des droits sur le campus. De manière générale, nous imaginons les droits en 3 catégories. Premièrement, et la partie la plus importante et la plus volumineuse, les droits enchâssés dans les politiques et les règlements académiques adoptés par l'université. Ensuite, les pratiques universitaires qui ne sont pas établies clairement dans les règlements, mais qui sont bien reconnues. Et c'est là où c'est très important de nous consulter parce que même en faisant des recherches approfondies sur le site web de l'université, vous ne sauriez peut-être pas qu'une certaine pratique est bien établie sur notre campus. Et enfin, les droits dérivés des lois qui sont souvent incorporés dans les règlements ou politiques universitaires. Et ma présentation est donc divisée en ces 3 catégories. La première catégorie, les fameux règlements académiques. Les règlements académiques, c'est super important de bien les connaître. Vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, mais je vous encourage fortement de les lire au moins une fois pour avoir une idée de ce qu'ils contiennent. Les règlements académiques sont divisés en 2 parties.
La première partie s'applique à tous les niveaux d'études, sauf indication contraire. Donc, les études supérieures, les études de premier cycle, et vraiment, il faut faire attention parce que surtout au niveau des études supérieures, il y a souvent des exceptions. Tandis que la partie 2 s'applique uniquement aux études supérieures. Donc, si vous faites des études de premier cycle, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter de ça. C'est vraiment la partie 1 qui vous concerne. En plus de tous ces règlements, les facultés et départements peuvent avoir leurs propres règlements et politiques qui s'appliquent en plus des règlements de l'université. En cas de conflit, la réglementation universitaire prévaut. Et ça, c'est important de le savoir parce que plus ça va, plus les départements, plus les facultés adoptent certaines politiques ou pratiques et les départements ont absolument le droit de venir ajouter des détails, ajouter des protocoles et créer leur propre règlement. Par contre, lorsque un règlement départemental vient contredire une règle universitaire, comme par exemple sur les examens différés. L'université a établi des règles pour obtenir un examen différé. Un département peut venir y ajouter, mais ne peut pas contredire la règle universitaire. Et je vais parler des examens différés plus en détail, mais c'est un bon exemple de conflit potentiel entre un règlement soit facultaire ou départemental et le règlement universitaire. Donc, passons au cœur des règlements académiques et certains droits clés. Le premier est le droit de produire du travail en anglais ou en français. Donc, je cite le règlement 1.2. Tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen dans la langue officielle de son choix, et ce, indépendamment de la langue d'enseignement du cours, à l'exception des programmes et des cours pour lesquels la langue est une exigence. Donc, bien entendu, si vous prenez un cours de français, l'objectif est de tester vos connaissances et vos habiletés en français. Vous ne pouvez pas répondre en anglais aux questions d'examen. Mais mis à part ces exceptions, si vous êtes inscrit dans un cours en anglais et que vous vous sentez plus à l'aise de rédiger un travail, une dissertation, etc. en français, c'est absolument dans vos droits de le faire. Vous avez aussi le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans les communications avec l'administration centrale, les services généraux de l'université, ainsi qu'avec l'administration de toute unité scolaire. L'étudiant a le droit de recevoir les services dans la langue de son choix. Donc, par exemple, vous avez pris un cours en français et vous souhaitez faire une demande d'appel, mais vous vous sentez vraiment mieux ou plus à l'aise plutôt en anglais, vous avez absolument le droit de faire votre demande d'appel dans la langue de votre choix. Ça n'a pas besoin d'être la même langue que la langue du cours. Et enfin, vous avez le droit d'exiger qu'un cours se déroule dans la langue utilisée pour le décrire dans l'annuaire. Donc, s'il fallait que vous soyez inscrit à un cours en français et que le professeur, pour une raison ou une autre, passe plusieurs minutes ou même un cours complet en anglais, vous auriez le droit d'exiger qu'il respecte la langue du cours annoncée dans l'annuaire. Ensuite, passons au règlement 5.6, toujours de la partie 1. Je ne parle que de la partie 1 dans cette présentation. Et c'est le droit de répéter un cours et d'avoir seulement la deuxième note retenue dans le calcul de la moyenne. Et ça, c'est un droit très important à connaître. S'il fallait que vous viviez plusieurs difficultés scolaires au cours d'une année, que ce soit votre première année, deuxième année, peu importe, la meilleure manière d'améliorer votre moyenne et de répéter le cours le plus tôt possible parce que la deuxième note va venir remplacer la note précédente et vous n'avez pas besoin d'obtenir permission spéciale pour reprendre le cours. Par contre, attention, les deux tentatives apparaissent à votre relevé de notes et si vous remplacez une note de passage avec un échec, seulement l'échec compte. C'est toujours la deuxième note qui compte, même si c'est une note inférieure à la première note. Ensuite, prochain droit, le droit au plan de cours, qui est décrit à l'article 8.5. Vous avez le droit d'obtenir dès le premier jour du cours un plan de cours.
Et ce plan de cours doit contenir les modalités d'évaluation, la pondération des notes, le calendrier des activités et des évaluations, les exigences concernant la présence au cours et plus. Donc, il se peut que vous commenciez un cours et que le syllabus ne contienne pas ces informations. Sachez que c'est votre droit d'avoir non seulement ce plan de cours, mais un plan de cours bien détaillé. C'est important parce que si vous considérez potentiellement abandonner le cours à l'intérieur des dates butoirs, vous devez savoir à quoi vous attendre. Donc, si vous obtenez pas de plan de cours ou un plan de cours qui n'est pas assez détaillé, vous avez le droit de demander à ce qu'il respecte le règlement 8.5. Ensuite, un fameux droit, semi-droit selon moi, mais quelque chose qui est très connu, mais pour lequel les étudiants manquent souvent certains détails, et c'est le fameux droit à la rétroaction avant la date d'abandon. Les étudiants croient souvent qu'il s'agit d'un droit ferme, mais comme je vais l'expliquer, c'est pas aussi ferme qu'on le voudrait. Ce que le règlement scolaire indique est que la rétroaction donnée aux étudiants sur leur rendement scolaire fait partie intégrante de leur apprentissage parce qu'elle leur permet d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre d'un cours. Par conséquent, le professeur devrait prescrire, évaluer et rendre aux étudiants des travaux représentant au moins 25% de la note finale du cours au plus tard une semaine avant la date limite d'abandon sans pénalité scolaire. Si, en raison de la nature du cours, aucune rétroaction ne peut être donnée avant cette date, une note à cet effet devrait figurer dans le plan de cours. J'ai pris le temps de reproduire l'article tel quel et de mettre en gras les mots devrait. Pour toute personne qui a fait des études en droit ou qui a un instinct juridique, vous devinerez qu'un règlement qui indique qu'un professeur devrait faire quelque chose, c'est pas la même chose qu'un règlement qui indique qu'un professeur doit faire quelque chose. Donc, il y a une distinction importante. Dans le fond, ce règlement-là, c'est plus une suggestion qu'une obligation. Par contre, dans mon expérience, lorsqu'un étudiant désire abandonner un cours après la date limite d'abandon et qu'il n'a pas obtenu ses 25% de sa note et qu'il n'avait donc aucune idée là, de ses résultats dans le cours, il y a absolument moyen de faire une demande d'appel et il y a d'excellentes chances d'avoir un succès avec cette demande d'appel. Donc, même si ce n'est pas une obligation ferme, ça crée quand même une culture où il y aurait vraiment un bon motif pour faire appel si c'était le cas qu'un étudiant avait reçu aucune rétroaction lors de la date d'abandon finale des cours. Ensuite, le droit de faire différer un examen, un droit qui est explicité à l'article 9.5 des règlements scolaires. Donc, ce n'est pas juste de différer un examen, en fait, c'est aussi le droit de remettre un travail en retard dû à un motif de maladie ou d'une situation de vie exceptionnelle. Le règlement universitaire vient d'être un peu peaufiné et il est en vigueur depuis le 1er septembre 2020. Et voici ce que le règlement indique. Premièrement, si l'absence est prévisible, vous devez simplement avertir votre professeur ou la faculté. Donc, une absence prévisible, c'est savoir que dans 2 semaines, je vais avoir une chirurgie ou j'ai tel rendez-vous médical que je ne peux pas manquer, par exemple. Donc, ça, c'est prévisible. Par contre, la majorité des dossiers, on relève d'absence imprévisible. Et ça, c'est l'étudiant qui se réveille le jour d'un examen qui se sent vraiment pas bien, incapable de compléter mon examen. Je suis trop malade. Que faire? Vous devez soumettre un certificat médical au professeur ou à la faculté. Votre certificat médical doit être soumis dans les 5 jours ouvrables suivant l'absence. Donc ça représente 1 semaine après l'absence, donc le jour de l'examen. Le certificat médical doit comprendre le nom de l'étudiant, la date de l'absence et la date de retour aux études et la date de la consultation. Enfin, sachez que le certificat médical ne devrait jamais inclure un diagnostic.
Vous avez entièrement le droit de soumettre un billet médical qui indique votre nom, qui dit « J'étais absent de telle date à telle date, point final », pour des motifs médicaux. Point final. Votre professeur n'a jamais le droit de savoir votre maladie, votre diagnostic, qu'est-ce qui se passe avec vous, est-ce un problème physique, de santé mentale. Ça ne fait pas partie des droits des professeurs d'obtenir ces informations. Il y a un bureau à l'université, le SAS, accommodement scolaire, qui a le droit de connaître votre diagnostic, mais je vais y revenir. Donc, en ce qui est trait à faire différer un examen, sachez que vous devez rencontrer ces conditions-là, qui n'incluent pas la divulgation d'un diagnostic. La date de retour aux études est très importante parce que si vous manquez un examen et que le médecin dit que vous êtes malade aujourd'hui, eh bien, techniquement, vous pourriez prendre l'examen le lendemain. Donc, si vous sentez que vous allez avoir besoin de peut-être plus d'une journée pour vous remettre de votre condition médicale, c'est important là, de bien penser à ça et de réfléchir à quelle date de retour aux études serait la plus appropriée. Vous avez aussi le droit de voir votre copie d'examen en vertu du règlement 9.4 qui indique que vous avez le droit de voir sur demande et après notation vos propres cahiers d'examen. La consultation doit se faire sous supervision. Aucune copie originale d'examen ou de cahier d'examen n'est remise à l'étudiant. Et là, avec la pandémie COVID et le fait qu'on ne peut pas aller se rencontrer en personne sur le campus pour consulter les examens, on a eu certains problèmes à faire respecter ce droit. Selon moi, il y a tout à fait moyen d'être créatif et de partager son écran, par exemple, pour qu'un étudiant puisse consulter son examen. Donc, si vous avez des problèmes, surtout liés à la pandémie, avec ce droit, n'hésitez certainement pas à communiquer avec nous le plus tôt possible. Enfin, pas enfin, plutôt ensuite, le droit aux examens supplémentaires à l'article 9.6. Et là, il faut faire attention. J'aime pas ça dire que c'est vraiment un droit aux examens supplémentaires parce que c'est tellement limité. Les examens supplémentaires sont un droit, dans certains cas, très, très précis qui s'applique premièrement au cours de cote ANP de première année si vous avez obtenu la note E. Dans certaines circonstances, à la faculté d'éducation, en common law, si la moyenne annuelle est au moins 3,5 et si c'est votre dernière année, votre seul échec d'un cours de génie. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des circonstances très, très précises qui peuvent mener à un examen supplémentaire. Vous avez aussi le droit de voir, sur demande et après notation, tous les documents ayant servi à votre évaluation dans le cadre des cours auxquels vous êtes dûment inscrit. Là, on tombe dans le règlement 10.3 qui est le règlement sur les révisions de notes. Et ça ressemble au droit de voir votre copie d'examen, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus étendu parce que ce sont tous les documents qui ont servi à votre évaluation, vos travaux, vos quiz, vos examens, etc. Et c'est en gros le droit de comprendre comment vous êtes arrivé à votre note finale. Un professeur qui dit ça vaut un B comme note finale sans expliquer vos notes sur chaque composante du cours, eh bien, il brime vos droits à avoir plus de détails sur votre évaluation. Vous avez bien entendu le droit de faire une demande de révision de notes. Une révision de notes, c'est une demande pour qu'un autre professeur passe à une recorrection. La nouvelle note peut être égale, supérieure ou inférieure à la note initiale. Donc, il faut vraiment faire attention et être convaincu, mériter une meilleure note ou ne rien risquer parce qu'on a échoué le cours de toute façon avant de faire une demande de révision de notes. Et la révision de notes ne peut pas être faite pour la note globale. Il faut vraiment cibler une évaluation particulière. Sachez aussi que l'identité du professeur qui procède à la réévaluation n'est pas dévoilée. Ensuite, un droit qui est très important de mentionner parce que beaucoup d'étudiants au premier cycle ne sont pas au courant de ce droit
et c'est le droit d'interrompre ses études. C'est l'article 11.5. Vous avez le droit d'interrompre vos études et de cesser de vous inscrire sans avertir l'université pour un maximum de 6 trimestres, soit 2 ans, avant d'avoir à faire une nouvelle demande d'admission. Et ça, c'est super important. Il y a des étudiants qui croient qu'ils doivent continuellement être inscrits alors que ça ne va vraiment pas. Il y a des problèmes de santé, il y a peut-être des problèmes dans la famille, des problèmes personnels, peu importe. Vous avez le droit de tout simplement ne pas vous inscrire pendant un trimestre si vous avez besoin de faire une pause. Et honnêtement, vous n'avez même pas besoin d'avertir qui que ce soit. Vous ne vous inscrivez pas et voilà. Par contre, comme je l'indique ici, après plus de 2 années d'absence, donc 6 trimestres consécutifs, vous aurez à faire une nouvelle demande d'admission et c'est là où vous prenez un risque parce que le programme dans lequel vous étiez aurait pu changer entre-temps. Et là, lorsque vous êtes réadmis, vous devez rencontrer les nouvelles exigences de votre diplôme ou les nouvelles exigences de votre programme plutôt. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, si vous avez besoin de faire une interruption dans vos études, essayez de vous réinscrire à l'intérieur de ces 6 trimestres afin de ne pas avoir à faire une nouvelle demande d'admission. Je passe ensuite à la fraude scolaire. Bien entendu, la fraude scolaire est majoritairement un processus disciplinaire. On ne pense pas aux droits étudiants quand on pense à la fraude scolaire, mais dans le cadre du règlement sur la fraude scolaire, le règlement 14, il y a plusieurs droits qui sont très importants et fondamentaux même. Premièrement, les professeurs qui veulent imposer une sanction eux-mêmes sont très limités. Ça s'appelle l'approche pédagogique. C'est une nouvelle approche qui a été introduite dans les règlements scolaires en mai 2020. Les professeurs peuvent choisir l'approche pédagogique. Par contre, s'ils choisissent l'approche pédagogique, ils ne peuvent pas imposer une pénalité qui excède 10% de la note finale. Et ça, c'est très important parce que trop souvent, on entend parler de professeurs qui disent « je vous donne un 0 pour un travail qui vaut 25% parce qu'il y a du plagiat » ou « je vous donne un échec à votre examen d'admission qui vaut plus de 10% parce que je considère qu'il y a une triche ». Cela excède les droits des professeurs en vertu de l'approche pédagogique. En vertu du règlement scolaire, de l'approche disciplinaire, il y a moyen de pénaliser les étudiants au-delà de 10%, mais c'est un comité ou l'administration universitaire qui doit le faire. Lorsque c'est seulement le professeur qui gère le dossier, il est limité dans sa marge de manœuvre. Sachez aussi que cette approche pédagogique est seulement possible s'il s'agit de votre première allégation de fraude scolaire. Un autre droit important à mentionner est le droit de voir tous les éléments de preuve utilisés contre vous, le droit de répondre à l'allégation et d'être entendu de vive voix, et bien entendu, le droit de porter la décision en appel. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la fraude et fraude scolaire et le règlement sur la fraude. Je vous encourage à le consulter si c'est quelque chose qui vous inquiète. Mais s'il fallait que vous fassiez face à une allégation de fraude scolaire, on a énormément d'expérience à accompagner les étudiants à travers ce processus. Et souvenez-vous, ayez le réflexe de vous dire est-ce que j'ai vraiment accès à tous les éléments de preuve qui sont utilisés contre moi? Parce que ça constitue vraiment un droit fondamental. Ensuite, le règlement 15, vous avez le droit de faire une demande d'accommodement religieux. Par contre, il y a des délais très courts qui s'imposent dès que vous connaissez une date butoir. Donc, qu'il soit une date dont vous êtes informé parce que vous venez de recevoir le syllabus du cours ou l'horaire des examens qui est divulgué. Gardez ça en tête. Si vous croyez avoir besoin de faire une demande d'accommodement religieux, c'est quand même très rapide le temps limite pour faire la demande. Ensuite, un droit très important, un droit en vertu du Code ontarien des droits de la personne est le droit pour les étudiants en situation de handicap de recevoir des accommodements scolaires. C'est le règlement 16. J'ai mentionné plus tôt le bureau SAS, accommodement scolaire. C'est le bureau responsable
de recevoir la documentation médicale détaillée de la part de vos médecins. Ils gardent tout ça de manière entièrement confidentielle et d'établir les mesures adaptées les plus appropriées dans votre cas. Donc, je suis certaine que vous êtes probablement au courant, la rédaction d'examens dans un endroit plus calme, avoir plus de temps pour compléter un travail, etc., etc. Ce sont des exemples d'accommodements qui sont quand même assez populaires. Les étudiants ont le droit à un processus d'accommodement opportun, raisonnable et confidentiel. J'aimerais ensuite mentionner la relance académique. Donc là, la relance académique, c'est nouveau de l'année dernière, mais je ne peux pas mentionner ça comme étant un droit parce qu'il y a vraiment beaucoup de conditions qui s'appliquent. Mais dans certaines circonstances, on pourrait dire que c'est quasiment un droit. Qu'est-ce que c'est la relance académique? La relance académique, c'est un processus par lequel les notes ciblées par cette fameuse relance continuent d'apparaître au relevé scolaire, mais ne comptent plus dans vos moyennes. En gros, c'est le moyen de se remettre d'un mauvais début d'études universitaires. Comme je disais, je ne considère pas que c'est nécessairement un droit vu que tant de conditions s'appliquent. Premièrement, impossible d'avoir une relance si vous êtes aux études supérieures, en droit, en médecine, en éducation, au programme de nutrition et de sciences infirmières. Vous devez avoir été admis à l'Université d'Ottawa en provenance du secondaire, d'un collège, d'un cégep ou à titre d'étudiant adulte. Vous devez être inscrit à un programme de premier cycle offert par une faculté d'accueil. Une faculté d'accueil, c'est par exemple la faculté des sciences sociales, les arts, les sciences de la santé, à l'exception des 2 programmes que j'ai mentionnés, génie, etc. Mais ce que ça veut vraiment dire, ça, c'est que ce n'est pas disponible pour les étudiants spéciaux. Et ça, c'est très malheureux, selon moi. Et vous ne pouvez pas avoir bénéficié d'une relance académique dans le passé. Vous devez faire votre demande avant que le grade soit conféré et voici la partie clé. La relance s'applique uniquement pour les 30 premiers crédits tentés à l'Université d'Ottawa et doit comprendre un minimum de 9 crédits et un maximum de 30 crédits. Donc, la relance s'applique minimum 3 cours. Vous ne pouvez pas seulement viser un cours et maximum 10 cours, pas plus, parmi les 10 premiers cours que vous avez suivis. C'est pour ça vraiment là, qu'on regarde uniquement la première année d'études lorsqu'on regarde une relance académique. Enfin, vous devez démontrer que la demande s'inscrit dans un contexte de relance académique, pouvant être supporté par divers facteurs, tels que un changement de programme, dans une même faculté ou non, des échecs ou des notes finales faibles, un rendement insatisfaisant ou des circonstances de vie difficiles ayant affecté le début du parcours universitaire. Donc, habituellement, ce qu'on voit dans les dossiers d'étudiants qui font de telles relances, c'est des étudiants qui ont obtenu de mauvais résultats en première année, qui ont souvent changé de programme, qui se rendent compte que j'ai pas bien choisi mon domaine d'études, finalement, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, ça paraît dans mes notes, qui changent de domaine d'études et là, ça va vraiment mieux, ont de meilleurs résultats. Eh bien, cette première année, elle vient vraiment affecter négativement la moyenne d'un étudiant et la relance académique permet de ne pas, permet d'éliminer ces notes du calcul de la moyenne. Et bien entendu, puisque les notes ne comptent plus, les cours ne comptent plus dans les exigences du programme non plus. Donc, c'est ce qui conclut ma première partie, qui était la partie la plus longue sur les règlements académiques de l'université. Tournons notre attention à d'autres politiques universitaires dignes d'attention. Premièrement, j'aime bien mentionner le règlement, la directive provisoire sur l'application et l'interprétation du règlement 33, qui est notre fameux règlement sur le service de la protection. Le service de la protection ne devrait pas procéder à des demandes d'identification de manière arbitraire ni aléatoire. Le service de la protection ne doit pas en faire une pratique régulière. Lorsque le personnel du service de la protection vous demande de vous identifier, il doit vous informer de la raison d'être de la vérification et de votre droit de refuser de vous identifier, sauf quelques exceptions, comme par exemple un danger immédiat.
Et ça, si vous pouvez lire entre les lignes, c'est une directive qui a été établie en réponse à des incidents de profilage racial qui ont eu lieu sur notre campus. Donc, si jamais vous avez une interaction avec le service de la protection, gardez ces droits en tête. Ensuite, le fameux logiciel de surveillance des examens, Respondus, qui a été introduit cet été et qui va permettre aux professeurs de choisir de se servir de ce logiciel pour faire la surveillance des examens, tant le logiciel prend contrôle de votre ordinateur, en gros, pour vous bloquer l'accès à d'autres sites, mais aussi en vous filmant pour, en gros, détecter des dossiers ou des cas de triche. Sachez que vous avez le droit de refuser de consentir à l'utilisation de ce logiciel et que si vous refusez d'utiliser Respondus, votre professeur a l'obligation de vous fournir une alternative pour compléter vos évaluations. Donc, le SEIUO s'est fermement prononcé contre l'utilisation de ce logiciel et souhaite annoncer le plus haut et fort possible à autant d'étudiants que possible votre droit de refuser de consentir à l'utilisation de ce logiciel. Ensuite, je passe à quelques droits non écrits et des pratiques établies sur le campus. Le droit de porter en appel toute décision administrative. Et ça, on l'oublie souvent parce que les étudiants vont recevoir une décision et ne pas savoir qu'il y a moyen de faire des demandes d'exception dans plusieurs différents contextes. Vous avez aussi le droit de demander un abandon rétroactif. L'abandon rétroactif, c'est une demande de retirer des notes de votre relevé scolaire complètement, comme si vous n'y avez jamais été inscrit. Par contre, il y a plusieurs critères à rencontrer. Donc, si vous croyez ou vous êtes intéressé par la demande d'abandon rétroactif, je vous encourage fortement à prendre rendez-vous avec un de nos représentants. Vous avez le droit d'être accompagné aux réunions avec l'administration. Et là, il faut faire une distinction avec des réunions qui ont un objectif là, vraiment académique, comme par exemple pour parler à un professeur d'un travail ou d'un cours, etc. Là, je ne dirais pas qu'il y a le droit d'être accompagné. Mais pour une rencontre avec l'administration, pour discuter d'un dossier de fraude, pour discuter d'une demande d'appel, sachez que vous avez le droit d'être accompagné. Vous n'avez pas besoin d'y aller seul. Vous pouvez être accompagné par la personne de votre choix, quelqu'un de notre bureau, un ami, un parent, etc. Et les droits fondamentaux en matière d'équité procédurale, qui inclut le droit d'être informé de procédures disciplinaires en cours contre vous, de voir toute preuve utilisée pour juger de l'affaire et le droit de fournir une réponse en personne ou par écrit. Donc là, vous dites peut-être, Mireille, tu te répètes, vous l'avez déjà dit dans le cadre du règlement sur la fraude scolaire. Par contre, on a déjà vu des dossiers où il y a eu une question disciplinaire des étudiants sur le campus, une discipline non académique, une discipline qui a été liée à un comportement d'étudiants sur le campus. Et là, c'est vraiment très important de se souvenir de ces droits et que vous ne devriez pas être puni pour avoir adopté un comportement sans au moins que vos droits d'équité procédurale soient fermement respectés. Je passe enfin aux droits dérivés de la législation. Vous avez le droit d'avoir accès à votre information personnelle et vous pouvez faire une demande en contactant le Bureau d'accès à l'information de l'Université d'Ottawa. Vous avez aussi le droit de faire une demande de dossiers généraux. Je le mentionne comme ça, c'est très rare que les étudiants le font, mais sachez que ça fait partie de vos droits. Vous avez le droit d'être protégé contre la discrimination et le harcèlement fondés sur des motifs prohibés et de porter plainte à cet égard. Il s'agit du règlement 67A et de la procédure 36.1. Vous avez le droit d'être protégé contre la violence sexuelle et de porter plainte à cet égard. Et là, j'aimerais parler un peu plus de discrimination et de la harcèlement. Ce sont des sujets, bien entendu, tellement importants. Premièrement, il existe un bureau à l'Université d'Ottawa où vous pouvez porter plainte
et où une plainte de discrimination ou de harcèlement peut être enquêtée. Il s'agit du Bureau des droits de la personne de l'Université d'Ottawa que vous pouvez contacter à l'adresse suivante, respect@uottawa.ca. Le Bureau des droits de la personne applique une définition légale de la discrimination et du harcèlement. Donc, je crois que c'est important de la revoir rapidement. La discrimination est une distinction, intentionnelle ou non, directe ou indirecte, fondée sur la race, l'ascendance, l'origine ethnique, la croyance, le lieu d'origine, la couleur, la citoyenneté, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression de celle-ci, l'âge, la grossesse, l'état matrimonial, l'état familial, l'existence d'un casier judiciaire, l'allégeance politique, la croyance religieuse, une incapacité ou les moyens de composer avec une incapacité et, c'est là où je souligne mon et, qui a pour effet de créer des barrières ou des obligations, des désavantages ou des situations de traitement inégal qui privent une personne en totalité ou en partie de la possibilité de se prévaloir des privilèges, d'avantages ou de droits politiques, sociaux ou économiques accessibles aux autres membres de la société. Et ça vaut vraiment la peine de revoir cette définition de la discrimination, premièrement, parce qu'il faut que pour que ça tombe dans le cadre du règlement 67A, il faut que ce soit une discrimination fondée sur un des motifs prohibés que je viens d'énumérer. Et cette distinction fondée sur un motif prohibé doit avoir comme effet un effet négatif sur la personne, tel que décrit au paragraphe 2. Donc, par exemple, il y a malheureusement des dossiers où une personne sent qu'il y a une discrimination, sent qu'il y a peut-être un biais envers elle, mais il n'y a eu aucun commentaire ou aucune preuve pour appuyer que cette discrimination ou ce biais est fondé sur son sexe, son origine ethnique. Et donc, c'est là où ça peut être difficile de prouver la discrimination. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais lorsqu'on parle de l'application de définition légale, c'est là où ça peut être un peu plus difficile. En ce qui a trait au harcèlement, ce sont des remarques ou des gestes vexatoires de la part d'une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importants. Un seul incident important, s'il est grave, peut être suffisant pour appuyer une allégation de harcèlement. Ce sont des remarques ou des comportements harcelants, des remarques ou des comportements harcelants, ceux qui consistent à intimider, humilier, ébranler ou dominer une personne en la rabaissant, en la rendant mal à l'aise ou en l'humiliant ou en proférant des propos abusifs ou des menaces. Donc, quels sont les éléments clés de cette définition? Premièrement, qu'un seul incident peut constituer de l'harcèlement. Ça nous indique qu'habituellement, l'harcèlement, c'est une série d'événements. C'est quelque chose qui se passe, une série d'événements. Donc, c'est souvent plusieurs incidents qui mènent à un harcèlement. Et c'est quelque chose que la personne devrait raisonnablement savoir qui est important. En d'autres mots, si vous vous sentez harcelé, si quelqu'un communique avec vous et puis vous voulez vraiment rien savoir, vous vous sentez mal à l'aise, la meilleure chose que vous pouvez faire est d'indiquer à la personne, préférablement par écrit pour avoir des preuves, je vous demande de cesser. Ne communiquez plus avec moi. Comme ça, la personne ne pourrait absolument pas dire qu'elle ne savait pas que vous ne vouliez pas que vous communiquiez, qu'elle communique avec vous. Vous lui avez dit, et vous l'avez mis par écrit. Et donc là, il n'y a vraiment aucune excuse. La personne est en toute connaissance de cause que vous ne voulez pas qu'elle communique avec vous ou qu'elle cesse le comportement en question. Si vous faites face à de la discrimination ou de la harcèlement, il y a deux processus qui s'offrent à vous. Le processus de plainte informelle, qui est un mécanisme, habituellement, c'est l'application des mécanismes de résolution des conflits, les mécanismes de résolution informelle des conflits, la médiation, la facilitation, les accommodements pour le plaignant. Et ça ne mène jamais à des mesures disciplinaires imposées contre le répondant. Donc, la personne contre qui vous vous plaignez. Par contre, une plainte formelle doit être écrite et est envoyée au répondant parce qu'il aura bien entendu le droit d'y répondre et de se défendre, si je peux mettre ça comme ça, avec potentiellement une enquête.
Gardez en tête que vous avez seulement 12 mois pour porter plainte de discrimination ou de harcèlement suite au dernier incident. Bon, tout ça ayant été dit, il se peut très bien que vous fassiez face à des situations où vous sentez c'est peut-être pas exactement de la discrimination, mais c'est pas correct. Donc, il y a des comportements non éthiques qui peuvent avoir lieu. Un professeur peut dire des choses qui vous bouleversent. Dans de telles circonstances, lorsque ça ne rentre pas dans la définition de la discrimination ou du harcèlement, les plaintes peuvent être envoyées en tout temps au doyen de la faculté, qui est l'employeur des professeurs. J'ai parlé beaucoup de procédure d'appel, lettre d'appel, demande d'appel. C'est tout simplement un document écrit qui fait une demande de dérogation ou d'exception à l'université, ainsi que les motifs à l'appui, y compris les documents justificatifs. Et souvenez-vous, je le mentionne brièvement parce que, bon, je ne m'attendrai pas, là, je ne demanderai pas aux étudiants de connaître toutes les différentes hiérarchies d'appel par cœur, mais il y a 2 ou 3 niveaux d'appel dans la plupart des dossiers administratifs, en se terminant par un comité qui s'appelle le comité d'appel du Sénat, qui est le dernier niveau d'appel pour les cas individuels à notre université. Donc, si jamais vous avez fait un appel et votre faculté dit non, mais elle ne vous informe pas de votre droit d'appel, gardez ça en tête. Vous avez probablement le droit de porter ces décisions à un niveau supérieur. C'est ce qui termine ma présentation sur vos droits au premier cycle. Donc, je vous encourage à nous consulter de manière confidentielle à tout moment, sans obligation de faire appel ni de poursuivre votre cas. Il y a plusieurs étudiants qui passent par notre bureau pour savoir quels sont mes droits, est-ce que ça c'est un règlement qui existe ou même des étudiants qui pourraient faire une demande d'appel, qui ont tous les motifs, mais qui hésitent et qui veulent avoir notre opinion. Donc, n'hésitez certainement pas à nous contacter. Merci de votre attention et il nous ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires sur cette formation, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et comment nous pourrions l'apprécier. Envoyez-nous un courriel à cde-src@uosu-seu.com. Je vous souhaite un excellent succès dans vos études et au plaisir de vous revoir.